à tous les fervents et les ferventes de bière de microbrasserie, je pense que cette émission-là est pour vous. Allons-y! Merci beaucoup de nous accueillir, Louis, à l'usine. Ça fait plaisir. Très cool. Santé pour commencer. Yes. Santé. Faut écouter quand même. C'est vrai qu'elle est différente. Oui, hein? Oui, elle goûte vraiment différent. Ouais, une petite modification qui a fait une belle différence. Vraiment délicieuse. Très rafraîchissante. Merci. Là, ben, on parle de bière et tout ça. Comment tu es devenu brasseur? Ça a commencé comment? Ça a commencé à faire de la bière avec des mélanges concentrés. OK. Qu'on achetait comme des kits un peu de vin. Là. Il y avait qu'on peut rajouter de l'eau pour faire du vin chez nous. Là. OK. Ben, il y avait l'équivalent en bière. Puis tu avais un concentré, là, tu rajoutais de l'eau chaude et puis là, tu faisais bouillir ça faisait de la bière. Puis là, au début, tu trouves ça super bon. Et après, tu te rends compte que, ouais, on va se dire les vraies affaires, c'est pas super bon. C'est pas super bon. Après ça, ben, là, j'ai commencé à brasser tout grain. J'ai fabriqué ma propre brasserie dans le temps. Ouais. J'avais deux fûts de 50 litres, justement, comme ça. Gros comme ça? Oui, que j'avais percé. Puis il y en a un que j'avais mis un brûleur pour faire ma bouilloire pour les épluchettes de blé d'Inde. C'était ma bouilloire. Ben voyons Puis donc. l'autre, j'avais fait mon empâteur avec... je m'étais mis un rond avec des trous dans le fond là, pour faire ma grille dans le fond. Et puis je faisais ça dans ma cuisine. Full artisanal. Full artisanal et ça faisait plein de vapeur, les vitres, plein de vapeur partout. C'était vraiment pas super. Là, tu sais, j'avais pas de... Tu pouvais pas mettre ça en dessous d'une autre, rien. Là, c'était dans la cuisine. Ça sentait aussi, là, mais c'était... Mais c'est cool que tu aies commencé comme ça. Puis l'intérêt est venu de où? Pourquoi tu t'es dit, ah, je vais commencer à faire ça? Ben, parce que quand on est jeune, on buvait de la bière. Puis là, c'était économique aussi. Les mélanges, là, ça revenait vraiment pas cher. La bière, elle coûtait pratiquement rien. Donc, j'ai commencé de même. Puis c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, ouais, il faudrait que je fasse de quoi de mieux. Je suis tanné de boire de ça. Puis là, j'ai fait ma propre petite brasserie. Comment tu t'es formé à savoir les procédés? Comment ça fonctionnait? Est-ce que tu as fait un cours pour être brasseur ou... Ben, quand je brassais chez nous, non. Puis, tu sais, il y avait quelques livres de disponibles pour nous dire comment on pouvait le faire. OK. Ensuite, ben, tu sais, pour ouvrir la brasserie au Québec, il n'y avait pas vraiment de formation non plus. Là. On avait une petite formation, je pense que c'était 40 heures là, de très base. Hein. Pas plus long que ça, là. Plus bas que la base encore. Et puis après ça, ben là, on avait un permis comme de quoi qu'on pouvait ouvrir une microbrasserie. Ouvrir une microbrasserie. Ouais. Puis là, ben, tu as commencé ce projet-là quand? Pourquoi tu as décidé d'ouvrir une microbrasserie puis d'en faire une carrière? En fait, j'étais technicien forestier et puis je travaillais en forêt, je faisais des suivis de plantation, des broussailles. Et puis, je chômais l'hiver, évidemment. Et donc là, tu sais, avec ce beat de vie-là, je brassais beaucoup l'hiver aussi là, quand j'étais en chômage. Donc là, j'ai commencé à me dire, il y avait à Saint-Gédéon qui était ouverte et puis à Saint-Félicien aussi. Fait que là, je te disais, ouais, Dolbeau, tu sais. Ça ferait, là. Ça prend le micro à Dolbeau. Ça prend le micro à Dolbeau. Et puis, c'est ça, là, j'ai commencé à faire mon plan d'affaires l'hiver. OK. Et puis là, l'été, je retournais travailler. Et puis là, j'ai fini le plan d'affaires. Et puis, quand je brassais, ben là, j'apportais les bières que je faisais à la maison, tu sais, des parties de famille, des soupers. Fait que là, ma belle-sœur Caroline Mailloux et puis mon frère Luc, ils m'ont dit « Ah ouais, tu te prends le micro? » Ils le savaient parce qu'on en parlait. Et puis, les bières, c'est le fun, sont bonnes. Tu voudrais-tu des associés? Fait que là, c'est comme ça qu'on s'est associés. Après ça, on a comme démarré en 2011 sur le boulevard Walberg. C'est devenu une belle entreprise familiale. Oui. C'est vraiment cool. Puis est-ce que tu pensais un jour te partir en affaires? Parce que oui, tu es brasseur, mais tu es quand même entrepreneur aussi. Fait que, est-ce que tu pensais que ça allait être dans tes plans un jour? Même là encore, je me dis, tu sais, j'ai comme de la misère à l'assumer. Je me vois plus comme un artisan. Oui, possiblement. Hein? Oui, qu'un homme d'affaires. Qui un jour brassé dans sa cuisine, puis maintenant, il y a une usine de microbrasserie. Effectivement, oui.
Ça ressemble à quoi, mettons, une journée typique? Bien, une journée typique, on arrive le matin. Moi, j'arrive à 7h30. Là, je prépare tout. Je vais préparer les minéraux puis les autres additifs qu'on va mettre dans la bière. Après ça, on va calibrer l'eau pour qu'elle soit à bonne température. On finit de brancher. Vers 8h, généralement, je commence. Je mets mes grains. Et puis, généralement, vers 2h30, c'est fini de bouillir et de transférer. Il reste peut-être 1h et demie de nettoyage à la fin. C'est pas mal ça, une journée de brasse. Tu finis aux alentours de quelle heure, mettons, normalement? Ben, la brasse, ça peut finir vers 3h30, 4h, le nettoyage. Ouais. C'est quand même des belles journées. Oui, mais t'es debout, puis t'es actif. On te voyait descendre les marches t'es à tantôt. l'affût, ouais. Effectivement. Là, tu sais, j'imagine que ça évolue tout le temps, le domaine de la brasserie. Fait qu'est-ce que des fois, tu te prends des formations ou tu lis des nouvelles techniques, des nouvelles choses pour essayer d'autres choses? Ou... Oui, c'est vrai que ça évolue, surtout au niveau des levures ces temps-ci. OK. Puis les nouveaux houblons qui ont sorti aussi, quand on a débuté là, en 2011, les IPA américaines commençaient. C'était comme un nouveau produit, si on veut, avec des nouveaux houblons qui étaient développés. Et puis, c'est toujours en évolution. Puis, ce qui est le fun, en fait, dans le monde du brassage, c'est qu'on se parle, on se donne des trucs entre brasseurs. Moi, je fais ça à telle température quand je brasse telle bière, essaye ça. Ou, ah oui, ma fermentation de mes lagers, je vais me laisser monter un petit peu, puis après ça, je la descends de 1 degré par 24 heures. Donc, tout le monde... on va dire que tout le monde donne ses trucs, sont ouverts. Tout le monde partage, c'est cool. Hein? Parce que, tu sais, on a toutes des matières premières quand même différentes aussi. Là, avec l'eau, tout le monde a de l'eau différente. Là. Tout le monde n'a pas les mêmes malteries, le même grain. Donc, c'est assez dur de répéter une recette que tu vois ailleurs. De copier quelque chose où tout est comme unique dans ce milieu-là. Oui, effectivement. Puis, même la forme des fermenteurs peut changer. Peut changer la fermentation puis le goût de la bière aussi. C'est ça que toutes les petites composantes changent tout du tout au tout. Oui, puis il y avait comme des bières que je brassais quand j'étais au bistrot parce qu'on a fait l'usine en 2018. Mais quand on brassait au bistrot, on avait des fermenteurs de 500 litres. Puis une bière qui était la flamboyante, la triple belge, elle avait 8,2 %. Puis j'ai brassé, j'ai calibré ma recette, puis j'étais arrivé comme les mêmes specs quand j'ai commencé à faire fermenter. Puis seulement la forme des fermenteurs puis la grosseur des fermenteurs, j'ai pas eu la même fermentation du tout. Puis la bière a fini à 9 quelques %. Oh! Un peu plus haut. Oui, mais c'est vraiment la dynamique des levures dans le fermenteur qui va plus gros. Oui, qui va tout changer. Si quelqu'un voudrait devenir brasseur et qui écoute et qui dit hey, « moi, je veux faire ça », qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Avant, il y avait une formation. C'est plate, mais là, le cours, ça ne donne plus, mais ça va peut-être réouvrir. C'est sûr que des formations, ça aide énormément. Là. Même si tu as une formation, mais toutes les brasseries fonctionnent différemment. Mais au moins, tu as la base. Sinon, c'est de brasser chez vous, d'essayer des choses et puis de toujours penser à être propre. Oui, j'imagine que ça, c'est important. Toujours, zéro bactéries, c'est ça la base. Fait que tu te pratiques à brasser, tu comprends ce qui se passe et puis je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai fait. Moi, je pense que ça a bien marché. Qu'est-ce qu'un brasseur ou un maître brasseur? En fait, on a beaucoup l'impression que c'est une bière, ça se produit facilement, mais derrière chaque bière qui est bue, principalement celle des microbrasseries, il y a quand même il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de dégustation, d'essais-erreurs. C'est pas des recettes qui sont préfabriquées puis qu'on envoie dans la machine puis qu'après ça, on sort avec une bière qui va être excellente, blanche au bleuet, par exemple. En fait, après, chaque bière demande une fabrication artisanale, ce qui nécessite des connaissances là-dedans. C'est pour ça que le métier de brasseur existe. Dans le fond, il y a le processus de fabrication. Ça va être une personne qui va transformer l'eau, le malt, le houblon et la levure à différentes doses, avec différentes saveurs, un processus de fermentation qui va prendre du temps. Donc, ça prend quand même des connaissances. On peut pas s'improviser brasseur rapidement, sans lire, sans s'informer, sans comprendre le fonctionnement.
Pour faire ça, dans le fond, il faut une grande curiosité. Il faut être rigoureux dans ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas décider de changer la recette sans avoir de connaissances parce qu'on va arriver avec une bière qui ne va pas fermenter. Donc, c'est vraiment une rigueur qui est exigée. On pourrait comparer ça, mettons, à faire une recette de biscuits. Bien, on ne peut pas changer la quantité de sucre nécessairement parce que ce qu'on veut, c'est un dessert. Bien, il y a certains paramètres là, à moduler en ce sens-là. Il faut un bon sens de l'observation aussi. Il faut beaucoup de créativité parce que vous avez sûrement déjà vu, il y a de la bière au piment qui existe, il y a de la bière au bleuet, il y a de la bière au canneberge. Il faut développer le marché, utiliser les ressources qu'on a aussi. On a une tendance naturelle à aller vers les produits locaux. Puis certainement que les brasseurs aussi vont développer des produits en lien avec tout ce qu'on a de local. Il y a une formation qui existe au Québec, c'est l'AEC en technique de production de microbrasserie qui va permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour avoir une microbrasserie et brasser la bière aussi. Il y a beaucoup de brasseurs qui vont avoir un aspect entrepreneurial parce qu'il y a une mise en marché qui va avec ça. Il y a la production. Puis parfois, il y en a qui vont seulement brasser. Il y en a qui vont seulement être plus au niveau de l'entrepreneuriat. C'est une profession qui, selon les statistiques de 2015, est en croissance. Par contre, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une effervescence dans ce milieu-là. Il y a eu beaucoup de microbrasseries qui se sont développées. Tous et chacun là, travaillent fort à faire leur place actuellement. La popularité est croissante, mais il y a aussi une diversification dans le sans-alcool quand on va penser qu'actuellement, la tendance est beaucoup au sans-alcool. Fait que les microbrasseries qui développent des produits sans-alcool vont arriver à tirer leur épingle du jeu aussi. Au niveau du revenu, dans un salaire maximum moyen, on peut s'attendre à peu près entre 70 000 et 80 000, là, vraiment au sommet de la carrière. Donc, c'est sûr qu'avant ça, là, c'est plus difficile un petit peu au niveau salarial. Mais si c'est un métier qui t'intéresse, bien définitivement, je t'invite à aller visiter les microbrasseries qu'on a dans notre coin. Il y a le Coureur des Bois qui a 3 actionnaires qui vont être très intéressés là, à parler un petit peu de chacun leur rôle. Puis sinon, il y a aussi la Chouape à Saint-Félicien qui fait partie de nos microbrasseries locales. Donc là, aujourd'hui, on t'accompagne pour commencer. Tu vas brasser ce matin. Oui. Fait que là, c'est quoi la première étape qu'on va faire? La première étape, en fait, c'est de moudre le grain. On ne veut pas le moudre trop fin, on veut que le casser un petit peu. Et puis, ça part du moulin, ça s'en va dans une vis sans fin, et puis ça va tomber dans la cuve d'empâtage. Parfait, on te suit là-dedans. OK, let's go! Là, comme type de bière, qu'est-ce que tu fais ce matin? On fait une nouvelle bière secrète. C'est une bière aux fruits, c'est une blonde, on peut-tu le savoir? Oui, exactement, c'est une bière aux fruits. Donc, on ne mettra pas beaucoup de grains dans notre empâteur parce qu'on va chercher beaucoup de sucre aussi avec les fruits qu'on va ajouter plus tard. Cool! Yes. On avait hâte de voir ça. Tu as un thermomètre sur la cuve, dans le fond, pour voir la température? Oui, bien, on a un thermomètre sur les deux. OK. Un thermomètre sur la bouilloire puis sur la cuve d'empâtage. OK. Puis c'est ça, là, je trouve que l'eau est trop chaude. C'est important quand même d'avoir une température, la température qu'on veut. Là, ça va aussi influencer la bière là, plus tard. Là. OK. Donc, ça va être les chaînes de sucre justement qui vont se faire avec la température. Fait que même la température de l'eau au début, il faut la surveiller. Oui. Ouais. On a une plage peut-être de 4-5 degrés là, qu'on peut jouer. Là. OK. Si c'est trop bas, ben, ça ne marchera pas. Puis si c'est trop haut, ça ne marchera pas non plus. Il faut vraiment être là-dedans. Fait que là, les grains vont arriver de par le gros tuyau en haut? Oui, exactement. On a une vis sans fin qui s'en va du moulin, en fait, jusqu'ici. Et puis, en fait, on va faire... ça va sortir... le grain va tomber par là et puis on va avoir un entrée d'eau aussi ici qui va mélanger le grain en tombant dans la cuve. OK. On apporte l'eau qui est dans la bouilloire ici. OK. Et puis, on va l'apporter là-dedans. Mais là, on veut déjà un petit fond d'eau pour que notre grain tombe déjà dans l'eau. OK. Soit pas sec. Hey, une bière aux fraises. Une bière aux petits. Avec des petites fraises. Tu vas-tu me ramasser des petites fraises? Ouais, ou des fraises de l'île d'Orléans. Non, mais si tu me ramasses, là,
50 kilos de petites fraises des champs, j'en fais une. 50 kilos? Ouais, ça serait beaucoup de chaudière. Eh merde, ça donnerait mal aux genoux en crème. Petite fraise par petite fraise, là. C'est moins de poussière de même. Ça fait tout un bruit, hein? Ouais, donc c'est ça, l'eau elle va arriver là-dedans, elle va mélanger le grain qui est moulu. OK. Ça tombe là-dedans et puis. Ouais, parce que là, le grain moulu, là, tu sais, c'est comme on voit que c'est comme des petits copeaux quasiment, là. Ouais. Ah. Comment tu le sais, mettons, le nombre de grains qu'il faut que tu mettes par bière? Est-ce que tu l'as appris, mettons, au fur et à mesure du temps, mettons? Ou c'est... En fait, c'est des logiciels qu'on a qui nous permettent de calculer Ah ouais? quel pourcentage d'alcool ça va nous donner. OK, parce que plus tu mets de grains, plus ça va être concentré en alcool, puis elle va être forte. Oui, exactement, parce que c'est dans le grain qu'on va chercher le sucre qui va être fermenté par les levures. OK. Plus de grains, plus d'alcool. C'est ça qu'on veut. Fait que qu'est-ce qui fait, mettons, que tu choisis un grain ou que tu en choisis un autre? En fait, t'as aussi du malt caramel qui est plus, qui va donner un goût pour les rousses. OK. T'as le blé pour les blanches aussi. Les bières blanches ont du blé dedans. OK. Donc, c'est ça qui va faire le voile, si on veut, parce qu'il y a plus de protéines. Donc, ça va se plus en suspension. Les bières blanches, ben, sont plus voilées. OK. OK. Donc, ici, dans ce... C'est quoi? C'est un fermenteur? C'est un brassin? Un fermenteur? Donc, dans ce fermenteur, on a de la surette, la fameuse surette très populaire. Très bonne aussi, très, très bonne. Tu sais, c'est quoi ici? Oh! L'IPA 0% pour les gens qui aiment les sans alcool, là. Fait que deux fermenteurs. Fermenteur, c'est écrit ici. C'est écrit. Là, je vais prendre mon pH, je vais me dépêcher, parce que je vais peut-être avoir à corriger. C'est la première fois que je fais la recette aussi, donc je veux avoir tout de suite le bon pH au début, le plus tôt possible, on va dire. Puis si jamais ton pH n'est pas bon, tu rajoutes quoi pour que tu puisses l'aider? Ça dépend s'il est trop haut ou trop bas. S'il est trop bas, on va ajouter du carbonate de calcium qui va faire monter le pH et des minéraux. S'il est trop haut, on peut rajouter de l'acide lactique, acide citrique aussi. Fait que t'es comme un mini chimiste dans le fond, là, un chimiste de la bière. Ouais, quasiment ça, là. Ça touche à la chimie, effectivement. Ça, c'est quoi que tu prends en ce moment? C'est des solutions d'échantillonnage. OK. Donc, on calibre le pH mètre, puis après, on va pouvoir mesurer le pH de notre mou. C'est avec la petite machine que tu es capable de justement voir ton taux de pH? Exactement. C'est comme les petites bandettes que tu mets dans un spa, mais version bière. Ouais, un petit peu plus précis, j'imagine. Là, il va tenir compte aussi de la température, donc il fait des corrections parce que la température, ça fait varier le pH. OK. Après moi, il va être trop haut un petit peu. Là. Ouais. Faut que tu sois à combien d'habitude? Dépendant du type de bière, entre 5,2 et 5,5. Là, je suis à 5,7. Je suis pas mal. Je suis un petit peu trop haut. Il faut rajouter un petit peu d'acide citrique. Des bonbons sûrs, ça. OK. Ah! C'est vraiment la. Tu sais, quand tu manges des bonbons sûrs, Ouais, c'est ouais. citronné. Puis c'est, Le petit sucre dessus, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est exactement ça. Ouais, je pense bien que oui. Eh ben. « 50 grammes. » Fait que là, t'as remis ton acide citrique, fait que tu revalides pour voir si le pH est revenu correct. Ouais. Moi, ça va être bon. 5,26, c'est beau.
Là, mettons que tu l'as ajusté puis ton pH est à ça. Est-ce qu'au fur et à mesure de la cuisson, le pH peut rechanger, mettons? Ou il va rester ça stable, arrive pas quand mal? on a des grains torréfiés, du malt caramel ou chocolat. On a mis nos cuves avec un produit, puis là, on le fait à température thermiquement. OK. Donc, on est sûr qu'on n'a pas aucune bactérie, puis en haut de 80, pendant 20 minutes, les bactéries ils meurent toutes. Là. Mettons que tu nous fais un résumé de tout ce que tu as fait depuis le début, puis que là, de ce qui s'en vient dans le procédé, ça serait quoi? Là, tu as mis tes grains pour les faire cuire? Ben, pas pour les faire cuire, pour défaire les chaînes de sucre OK. dans les grains. Ensuite, on a ajusté le pH. Là, on fait chauffer le reste d'eau qui reste dans la bouilloire, parce OK. qu'au début, on avait mis l'eau de la bouilloire en même temps que le grain. Là, il en reste une partie. OK. Quand ça va être à 85 degrés, on va transférer ça dans le fermenteur qu'on va utiliser, qui est OK. celui du fond. OK. Puis on va tout assainir thermiquement par le fin même, parce que là, ça passe dans tous les tuyaux. Ça, c'est notre échangeur de chaleur aussi. Là. OK. En fait, ça va servir plus tard à refroidir le mou quand on va l'envoyer dans le fermenteur, parce qu'il va bouillir, il va être à 100 degrés. Puis là, on Quand va même. l'envoyer à 20 degrés. Fait qu'il faut qu'il perde la chaleur un peu. Puis dans le fermenteur, c'est là que tu mets ce que ça a donné avec les grains. Puis là, c'est là que tu mélanges les fruits et tout ça. Ou il y a une autre étape Ça va être dans la bouilloire. Là, on va tout envoyer ce qu'on a, ben pas tout, le liquide qu'on a, le mou de la cuve d'empâtage à la bouilloire. OK. Fait que le liquide que ça donne avec tes grains, c'est ça qu'on appelle le mou. Ouais. Puis les grains, après ça, qu'est-ce que tu fais avec, mettons? Ça, c'est un cultivateur qui vient les chercher. Ah! Ça rend les vaches heureuses, apparemment. C'est bien hot. Ouais. Fait que vous faites comme pas de perte par rapport à ça, c'est redistribué à un agriculteur. C'est ça. Ben, c'est drôle parce qu'il me dit quand il me voit arriver avec mes chaudières bleues, là, les vaches ils arrivent à la course. Là. Ben voyons donc. Fait que Apparemment, il c'est aime l'affaire ça. qu'il aime le plus sur la terre. Là, Ben c'est voyons ça. donc. Fait quand tu vas vous rendre les vaches heureuses. Ben oui. C'est déjà ça. C'est Exact. c'est très cool. Puis là, ça s'en va tout dans la bouilloire pour les fruits et tout ça. C'est Pour bouillir puis mettre le houblon plus tard. OK. Puis le houblon, là, avec les grains et tout ça, c'est quoi le houblon, dans le fond? Ben, le houblon va nous donner l'amertume de la bière. OK. Aussi, elle va nous donner des arômes, soit, ça dépend quelle sorte de houblon que tu prends encore là, soit fruité, soit herbeux, épicé. Il y en a comme plein de sortes. OK. C'est le houblon qui fait ce goût d'amertume-là. Oui, exactement. OK. Tu sais, dans les bières blondes, bien souvent, ça va être un houblon noble qu'on appelle, pas trop explosif, mais vraiment classique, qui est bon, qui est super le fun à boire. OK. Puis dans les IPA, ben, tu sais, on va y aller dans les houblons qui sont un peu résineux, un peu fruités, agrumes, peu importe, là, il y en a OK. plein de sortes. Là. Donc, ben, elle n'est pas effective. Là. Donc, si on veut décider que la bière va fermenter à 14 degrés Celsius, ben, tu sais, on va écrire 14, puis quand ça va monter en température, ben là, ça va refroidir la bière parce que les cuves sont comme épaisses de même. Il y a 2 parois, puis en dedans, il y a des serpentins de glycol froid. OK. Donc, la valve en haut, elle s'ouvre, et puis ça va là-dedans. Et puis, quand ta température a rebaissé, admettons, à 14, ben là, la valve elle ferme, puis ça reste toujours à 14. Fait que c'est comme tout le temps en train de se tempérer. Ouais. Ah. Puis à la fin, justement, de la fermentation, ben là, on peut les baisser pour faire la garde aussi. OK. Donc, on peut dire, OK, va-t'en à 0. Fait que là, la valve va ouvrir, la bière va être à 0 degrés Celsius, fait que ça va clarifier la bière, et puis ça va faire maturer la bière également. Très, très cool. Puis après ça, on va être prêt à gazer, là. Ouais, c'est ça, ça doit être une des étapes. Oui, parce que là, on a des pierres de carbonatation qu'on va installer ici. OK. Et puis, on injecte du CO2 à basse température parce que c'est plus facile. Plus ton liquide est froid, plus c'est facile à gazer. OK. Donc, autour de 0,1, ben, on est capable de bien gazer nos bières en injectant. C'est-tu les bonbonnes bleues qu'il y a là-bas que j'ai vues, dans le fond? Oui. C'est ça que vous injectez dedans? Puis, Oui, c'est ça. C'est pour faire maturer des Les bières? bières dedans. Ah! Puis le fait que ça soit dans des barils de bois, est-ce que ça change quelque chose au... Oui, ça change beaucoup de choses. La dernière, justement, qu'on va sortir bientôt, c'était la triple belge Ataka. Elle a été barriquée en fût de vin blanc, Ah! en fût de chardonnay. Ben Et voyons puis donc. ça donne vraiment un beau mix. Là. C'est Wow, vraiment c'est parfait. sûr, Ouais, c'est sûr. On est vraiment ravis. On a hâte de la sortir parce que c'est vraiment Voilà. une des bières assez exceptionnelles. Là. Déjà que la triple belge à Atoka, moi, je suis comme Ouais. un grand fan. Une Mhm. grande fan.
Ah, ouais. Puis Et- c'était dans ces barils-là, dans le fond, que vous avez réussi à faire ça? Ouais, ben on peut acheter des barils de soit de bourbon, tu sais, on le fait avec le bourbon aussi pour nos Ok. bières plus fortes, là, nos bières brunes Ah. fortes. Et puis là, on a 7 fois différents. Là. Mais c'est le fun, des fois, tu fais des dégustations, là, puis tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, j'aime pas la bière. » Je dis ah, ben là, je vais te faire goûter à quelque chose, là, tu sais, Ouais. je veux pas t'insulter, mais tu sais, ton idée de la bière, là, C'est ça. ça reste une bière blonde à 4 là. Mm. Puis là, puis, tu sais, des fois même, on fait des visites guidées avec des dégustations. Là. C'est le fun, le monde me dit « Hey, je savais même pas que j'aimais la bière, moi. Hein? Ça, tu fais yes. Ça, là, ouais, c'est ça, tu dis. Yes, j'ai On a réussi. gagné. Ouais. Ah, ouais, c'est cool. Ouais, oui, c'est vraiment le fun, ça. Tu sais, quand on dit que lui, il n'a même pas de nom encore. Hein? Ben, quand on l'a acheté, il n'y avait pas de nom. C'était un houblon expérimental. Il y a plein de recherches qui se font dans ce domaine-là Ah ouais? avec des genres de pollinisation croisée. Un plant de tel avec un autre plant, puis là, il essaye plein d'affaires. Ben ouais, on donc. Fait que Donc- c'est encore expérimental. Ben là, il y a un nom depuis cette année. Là. Fait que là, tu pèses le houblon pour pouvoir le mettre dans ta préparation. C'est ça! Hein? Ça, le houblon, qu'est-ce que ça fait dans la bière? On va aller chercher beaucoup d'arômes et puis un goût aussi qu'on va retrouver. Là. Celui-là, il est beaucoup tropical, un peu pain genre résineux. Là. OK. Et très, très fruité. Donc, on peut le sentir, hein, c'est sûr que Eh oui, hein? très bon blond. Cool! Merveilleux. Fait que c'est comme ta dernière étape pour... Ouais, ben là, on va mettre ça dans le bouilloire, on va le faire bouillir et puis après ça, on va être prêt à terminer la bière. Ben, merci tellement de nous avoir accueillis dans l'usine. Ça a vraiment été intéressant. Ah, c'était bien fun. Vraiment. Merci. Merci. Ouais, ben, c'était vraiment intéressant, ça, comme épisode. Moi, ben, je vais aller finir ma bière maintenant. Cheers! OK, on va voir si tu me trouves, mettons, OK? Ça veut. Tu sais, OK, on fait un autre test.